Et je passais la parole à Nathalie Stemes, qui est directrice du centre PMS ordinaire de 8-2. On a beaucoup entendu parler des PMS, un peu dans tous les sens. On est vraiment heureux de vous accueillir ici pour savoir comment vous travaillez avec l'élève, quelles sont vos conditions de travail aussi, je pense, et avec les autres acteurs de l'école, vos difficultés que vous traversez vous aussi. Vous êtes un acteur clé de toutes ces questions de l'intégration. Donc, à vous la parole. Merci. Merci. Comment est-ce que je vais faire avec ça? Je clique ici? Oui, ça va, ok. Alors, je vais prendre la parole au nom de mon équipe Centre PMS et donc je prends la place difficile et délicate du Centre PMS qui a souvent été cité aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé ma petite présentation « L'intégration, principe et philosophie ». Je tiens d'abord à remercier Monsieur Berthaud avec qui j'ai eu quelques échanges et qui est très soutenant, à remercier aussi la Ligue des familles qui m'a invité à prendre la parole aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que moi, j'ai découvert l'intégration il y a 4 ans, quand j'ai repris la direction de l'équipe du centre PMS de Oui. Et donc, j'ai découvert l'intégration parce que certaines de nos écoles pratiquaient l'intégration. Et donc, j'ai découvert et j'ai sauté dedans à pieds joints parce que j'ai eu vraiment le souci avec ma collègue, j'ai une de mes collègues qui est ici, on a vraiment eu le souci de suivre nos écoles et de s'informer, de suivre le mouvement, de ne pas être des freins pour tous ces beaux projets. Alors, j'ai intitulé cet exposé « Principes et philosophie », mais je tiens à dire que les principes qu'on essaye de mettre en place et qu'on essaye de se donner dans notre équipe, ils sont toujours en réflexion, en évolution. Donc, ce que je dis aujourd'hui, ça peut continuer à évoluer parce qu'on essaye de suivre au mieux par rapport à ce qui se fait et à l'évolution dont nous sommes témoins. Alors, je vais essayer d'utiliser le PowerPoint correctement. Donc en préambule, j'avais envie de dire que je vais parler de l'intégration du point de vue des centres PMS et la plupart des projets que nous accompagnons sont des projets d'intégration et non pas des projets d'école inclusive, même si nous avons une école inclusive dans notre ressort de population. Alors je vais témoigner de l'expérience de mon équipe, ce qui n'engage pas l'ensemble des centres PMS, même si je pense que certains de mes collègues partagent nos points de vue. Mais je tiens à signaler aussi parce que c'est chaque fois l'intégration, c'est chaque fois une expérience qui est unique et particulière. Alors les réflexions sur l'intégration sont sans cesse en évolution et nous sommes, notamment nous les centres PMS, témoins de cette évolution qui est exponentielle. Nous voyons vraiment le nombre d'élèves en intégration, d'enfants d'intégration qui augmente de façon très importante. Et nous voyons aussi apparaître les principes de l'école inclusive. Alors, j'avais fait une petite dia pour présenter les centres PMS, mais je ne sais pas si c'est nécessaire parce que je pense que vous les connaissez tous. Enfin, je me dis qu'on ne va pas prendre de temps là-dessus, même si vous savez que ce sont des équipes pluridisciplinaires. Dans notre équipe, nous avons vraiment la volonté de travailler avec un regard global sur l'enfant. Donc, le fait qu'on soit des équipes tridisciplinaires, ça amène ce regard, mais c'est aussi la volonté de travailler avec tous les autres partenaires, s'il y a des thérapeutes extérieurs, des parents, les écoles, etc. Alors, donc si vous avez envie de me poser des questions par rapport au travail précis des centres PMS, je serai disponible à la pause, etc. Alors pour nous, le positionnement que nous avons choisi d'adopter dans notre centre PMS, c'est de se dire que l'intégration, c'est une des solutions disponibles quand un enfant est en difficulté scolaire et qu'on a pu déterminer qu'il a des besoins spécifiques. Et donc cette solution, elle est prévue par un décret. Donc ça veut dire qu'il y a une réglementation qui existe et qui offre une solution, mais il y a des tas d'autres choses possibles aussi. Alors, pour les centres PMS, il me semble que ce positionnement est important parce que c'est un principe qui nous permet de travailler au mieux dans l'analyse de chaque situation. Donc, on ne se dit pas, tiens, on nous demande quelque chose, d'office, ce sera l'intégration. Non, on se dit, dans notre équipe, on se dit, voilà, un enfant a des difficultés, on nous les présente, qu'est-ce qu'il existe comme solution, qu'est-ce que nous pouvons proposer, qu'est-ce que les autres proposent et avec lesquels on peut, quelles sont les autres solutions envisageables. Enfin, voilà, ça, c'est un des éléments à proposer. Alors, j'avais fait une petite dia qui s'appelait « Inclusion-intégration », mais je pense que ce n'est pas le moment de la présenter. Alors, pour nous, l'intégration, c'est avant tout un enfant à besoin spécifique, mais c'est aussi un processus et un accompagnement. C'est une législation bien précise, donc il y a un décret que les écoles connaissent, que les parents connaissent peut-être pas assez, je pense, même s'il y a beaucoup d'informations qui sont sur Internet, etc. Mais je pense, on se faisait la réflexion avec ma collègue tout à l'heure, que l'information existe, elle est disponible, mais
tous les parents n'ont pas accès et c'est difficile. Et quand on a accès, il faut encore savoir lire ces décrets, lire entre les lignes, des tas de subtilités. Les lois changent, le décret intégration, chaque année, il est modifié. On change les dates du moment où on doit introduire la demande. Si l'école n'est pas au courant, elle est encore sur la date de l'année passée, puis ça a changé cette année. Enfin, donc c'est vraiment très complexe. Et c'est très complexe pour tous les partenaires, que ce soit les parents, que ce soit les centres PMS, les écoles, c'est vraiment compliqué. Alors, l'intégration, c'est aussi un partenariat. Donc, voilà, M. Berthaud l'a dit tout à l'heure, il a appelé ça autrement, il a appelé ça communication, etc. Une des mamans qui est venue témoigner aussi l'a dit aussi. Donc, personne ne s'est concerté, mais on est tous vraiment bien d'accord avec le fait que c'est vraiment un partenariat qui est important. Il y a le principe aussi d'un projet d'école. Donc, c'est toute une école, sauf pour le témoignage original de M. Conan juste ici avant. Mais sinon, l'intégration, c'est un projet d'école. Et donc, au final, ce sont des moyens qui sont mis en œuvre dans une école ordinaire pour aider un enfant avec des besoins spécifiques. Alors, un enfant à besoins spécifiques, c'est quoi? C'est vraiment difficile à dire. Alors, pour déterminer qu'un enfant a des besoins spécifiques, il faut que ce soit attesté par un centre PMS ou un centre agréé. Alors, au niveau des centres PMS, notre travail est vraiment un travail, je vais dire, d'orfèvre. Pour essayer de déterminer qu'un enfant a des besoins spécifiques, les moyens que nous avons à notre disposition, c'est de faire des entretiens de parents, puisqu'on s'appuie beaucoup sur les parents, leurs observations, leur expérience avec leur enfant, leurs souhaits. Voilà, on s'appuie beaucoup sur les parents. On accorde vraiment une place importante au soutien parental, mais à l'accompagnement des parents aussi. Alors, on fait des entretiens de parents, bien sûr. On fait des observations en classe, éventuellement dans la cour de récréation, si ça se prête. On fait des bilans intellectuels ou des bilans pédagogiques. On propose aussi des concertations avec les enseignants, des concertations avec les thérapeutes extérieurs éventuels. Et j'ai mis 3 petits points, parce que c'est vraiment etc. Parce que comme chaque intégration est particulière, on ne peut pas dire qu'on ait un mode opératoire prévu, mais on est toujours ouvert à travailler avec le plus de personnes possible pour cerner au mieux l'enfant, essayer de voir de connaître le mieux possible cet enfant pour cerner ses forces, ses faiblesses et parvenir à déterminer s'il s'agit d'un enfant à besoins spécifiques. Alors, quand on parle d'enfants à besoins spécifiques, pour les centres PMS, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de liste de critères préétablis. Et donc, on s'accorde à dire qu'un enfant a des besoins spécifiques quand il a des difficultés particulières dans des domaines aussi variés que les troubles de l'apprentissage, les troubles sensoriels, les handicaps mentaux, les difficultés physiques particulières. Et de nouveau, là, j'ai mis etc. parce qu'on ne peut pas dire que notre liste soit complète. Alors, un enfant à besoins spécifiques, c'est un enfant pour qui il sera possible de mettre en place des aides concrètes et précises au sein de la classe, d'une classe d'enseignement ordinaire. Et pour cet enfant, on propose des mesures pédagogiques particulières décidées en concertation avec les partenaires. Donc j'ai mis « on » parce que ce n'est pas le ressort du centre PMS ou l'école uniquement, etc. C'est vraiment l'ensemble des partenaires. Et donc l'ensemble des partenaires, les parents, les enseignants, les thérapeutes éventuels à l'extérieur, les enseignants de l'ordinaire, les enseignants du spécialisé, etc. Donc tous les partenaires qui travaillent autour de cet enfant vont déterminer quelles sont les mesures pédagogiques qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, vous le savez qu'il y a un point de vue législatif. Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu des modalités précises et concrètes pour permettre à un enfant à besoins spécifiques d'avoir l'aide de l'intégration. On sait aussi qu'il y a les décrets de 2006 et 2009 qui recommandent aux écoles de prévoir, dans leur projet d'établissement, de prévoir ce qui sera mis en œuvre dans le cadre de l'intégration à besoins spécifiques. Et je dis recommande, j'ai hésité à mettre recommande ou l'obligation, mais je pense que le fait est que la recommandation, elle existe, elle est prévue en termes légaux. Les écoles s'y mettent tout doucement, mais on ne peut vraiment pas faire de généralité. Mais il y a l'idée, donc, dans ce décret, de se dire qu'est-ce que l'école va envisager. Et donc, les écoles sont amenées, quand elles rencontrent leur conseil pédagogique, à réfléchir à tout ça. Et nous, on leur pose aussi la question, quand la question se pose pour un enfant pour lequel on a envie de proposer un projet d'intégration, ou bien que les parents nous interrogent par rapport à un projet d'intégration. Et on l'a déjà dit tout à l'heure aussi, il y a la Convention de l'ONU de 2006 qui a été signée par la Belgique en 2007 et qui prévoit que toute école est censée accueillir et accompagner un enfant à besoins spécifiques car toute personne handicapée a le droit à l'éducation. Alors j'insiste beaucoup sur le partenariat parce que pour mettre en place un projet d'intégration, il faut qu'il y ait 5 partenaires
5 partenaires qui signent un protocole. Vous avez certainement entendu parler des fameuses signatures. Donc, la législation prévoit que 5 partenaires qui sont l'école ordinaire et son pouvoir organisateur, l'école spécialisée et son pouvoir organisateur, le centre PMS ordinaire, le centre PMS spécialisé et les parents, que ces 5 partenaires signent le protocole d'intégration pour que soit mise en place l'intégration au sein de l'école. Si un des partenaires refuse, malheureusement, l'intégration ne se fait pas. Ou alors, il y a des projets qui vont s'appeler, comme on a dit tout à l'heure, des projets d'intégration un peu sauvages, qui peuvent parfois réussir, ou ça dépend des situations. Alors, j'aime bien aussi parler de temporalité, parce que je pense que les partenaires sont des partenaires qui sont là avant l'intégration, pendant l'intégration et au moment de la clôture du projet. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais je le redis aussi, un projet d'intégration dans une école, que ce soit pour un enfant ou plusieurs, c'est avant tout un projet d'école. Parce que c'est toute une école qui accueille un enfant avec un projet d'intégration. Il faut prévoir que l'enfant il fasse toute sa scolarité. Ici, pas toute sa scolarité, au moins une partie de sa scolarité, mais en continuité et en cohérence entre les classes successives. Parce que c'est très rare les écoles comme celle de M. Kounen juste ici avant, où il y a une classe qui travaille de manière tout à fait particulière et puis le reste de l'école qui fonctionne de manière classique. En général, les écoles fonctionnent de manière classique. Et puis, si un enfant bénéficie d'un projet d'intégration, c'est vraiment, vraiment souhaitable qu'il ait la cohérence tout au long de sa scolarité. Pour nous, c'est vraiment très important aussi d'insister sur le fait que le projet doit être préparé avant par l'équipe pédagogique. Donc, ça arrive parfois qu'on nous demande en tant que centre PMS d'aller présenter l'intégration à une équipe pédagogique. Donc, une école se dit, tiens, on réfléchit à un enfant qui pourrait peut-être bénéficier d'intégration, ou bien en se disant, tiens, qu'est-ce que c'est l'intégration ? Et ils appellent les centres PMS, ou ils appellent certaines écoles spécialisées qui ont l'expérience là-dedans, et ils demandent de venir présenter l'intégration. Et donc là, on explique les périodes, le partenariat, etc. Et puis l'école réfléchit. Et puis alors, l'acceptation de ce projet, pour que ça démarre, il faut que l'acceptation se fasse avec une majorité d'enseignants. On ne peut pas dire 100%, mais qu'il y ait une majorité d'enseignants, de façon à assurer ce que je disais tout à l'heure, la cohérence et la continuité. Alors l'intégration, c'est une obligation décrétale, vous le savez tous, mais c'est aussi un projet qui est bien plus porteur s'il se fait sur base volontaire. On connaît certains projets qui se sont faits un peu au forcing et ça ne s'est pas nécessairement bien terminé pour l'enfant et c'est toujours vraiment dommage. Donc parfois, on se dit qu'il vaut mieux laisser une année. Nous, on parle du point de vue plus théorique et plus général. Quand on parle de son enfant particulier, c'est évidemment différent. Mais on se dit qu'il vaut mieux parfois une année de plus pour que l'école mûrisse bien son projet et soit prêt à accepter l'enfant et que ça se passe dans des bonnes conditions. Enfin, accepter l'enfant qui y est déjà. Hein. On sait bien qu'en général... Enfin, il y a l'intégration, on a oublié de préciser, mais qu'il y a l'intégration, les enfants sont déjà dans l'enseignement ordinaire et continuent. On a repéré des difficultés particulières ou des besoins spécifiques, etc. Et on propose un projet d'intégration. Mais au départ, l'intégration a été prévue pour des enfants qui sont dans l'enseignement spécialisé et qui retournent dans l'enseignement ordinaire. Et donc, c'est un mouvement qui était tout à fait différent. Maintenant, on voit vraiment le nombre d'enfants qui sont dans l'enseignement ordinaire et qui y restent avec de l'aide de l'intégration. Donc, on voit ce nombre qui augmente de manière vraiment exponentielle, alors que les enfants qui étaient dans le spécialisé et qui retournent dans l'ordinaire, c'est un nombre qui était déjà important avant et qui est assez constant. Alors, la temporalité. J'aime bien parler de la temporalité parce que je pense que le temps est important, le temps du cheminement. Il y a le temps que j'appelle le temps avant, le temps du diagnostic, évidemment, mais il y a aussi le temps des concertations, des réflexions avec tous les partenaires pour préparer au mieux un éventuel projet. Et j'ai vraiment insisté sur tous les partenaires parce que vous avez certainement déjà eu des expériences où on vous dit tiens, le projet était prêt, tout le monde était d'accord, sauf, par exemple, le centre PMS. Le centre PMS vous dira nous, on ne connaît pas cet enfant, on ne sait pas de quoi on nous parle, de quoi il s'agit. Et donc là, vous verrez le centre PMS qui va un peu vous freiner en disant on a d'abord besoin de savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé, etc. Donc, ça peut arriver pour les centres PMS, mais ça peut arriver pour les écoles. Le PMS a préparé avec les parents une autre école spécialisée, on a préparé un projet, et puis l'école ordinaire dit non, tout compte fait, on n'est pas prêt, on freine. Donc voilà, vraiment le temps de préparation avec tous les partenaires est vraiment, vraiment important. Alors, il y a aussi la nécessité de penser le projet avant qu'il ne démarre. Donc vraiment en termes, je dirais, plus théoriques et plus larges, avant de se dire concrètement qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau des heures, etc. Vraiment penser le projet. Et quand je dis penser le projet, c'est vraiment les parents, l'école et le centre PMS. Alors,
comme j'insiste sur la temporalité, c'est parce qu'au niveau des centres PMS, nous estimons avoir besoin de temps. C'est vrai que le temps n'est pas le même pour chacun, le temps des écoles, le temps des parents, le temps d'un enfant, le temps d'un adulte. Les temps sont différents, mais nous estimons avoir besoin de temps pour pouvoir répondre correctement et pouvoir analyser au mieux les situations. Et donc, dans les écoles avec lesquelles nous travaillons, nous demandons que les demandes d'intégration soient présentées au plus tard à Pâques. Ça ne veut pas dire que quand les demandes arrivent plus tard, on dit non. Mais si on veut faire un travail correct et rassembler tous les partenaires, etc., on se dit que Pâques, c'est plus ou moins une bonne période. Et cette année, dans certaines de nos écoles, ça a été même au mois de mars, qu'on a vraiment eu le temps de faire toutes les observations, les bilans, et donc faire des observations et avoir des informations qui sont étalées sur un temps, et donc qui ne sont pas figées sur un petit moment bien précis, donc vraiment avoir une vue globale et plus longitudinale. Alors, les expériences actuelles, les expériences passées, donc celles qui sont en cours encore maintenant, nous montrent que les projets vraiment les plus porteurs sont celles pour lesquelles ça a été le mieux préparé. Donc une intégration où on nous demande très vite comme ça, fin juin, tiens, on mettrait bien quelque chose en place pour le mois de septembre, ben, en général, ça se passe pas si bien que ça. Donc vraiment, le temps de préparation avant est important. Alors il y a le temps pendant le projet. Donc là, on a vraiment la volonté de garder attention à chaque enfant, à son évolution, à ses besoins, et tout ça de nouveau avec tous les partenaires. Pour ça, il y a les PIA qui sont prévus, les conseils de classe auxquels on assiste, mais il y a aussi les observations en classe qu'on fait, les rencontres de parents. On appelle ça, nous, dans une de nos écoles, on appelle ça accrochage parental qui se fait en collaboration avec les enseignants. Et alors le temps de clôture, c'est évaluer ensemble le déroulement de l'année écoulée et apprécier la nécessité de poursuivre ou non l'intégration, puisque chaque intégration est prévue pour 1 an au maximum, une année scolaire. Et donc une année scolaire, ça veut dire qu'au mois de septembre, on signe le protocole d'intégration, et puis au mois de juin, on signe toutes sortes de documents qui disent, ben voilà, ça s'arrête pour cette année-ci. Et on se dit alors, est-ce qu'on souhaite poursuivre l'année prochaine? Donc chaque année, l'intégration est questionnée et éventuellement poursuivie. Et donc en pratique, ça donne quoi au niveau du temps? Ben, voilà, je vous l'ai dit, 1 an pour chaque projet. Idéalement, ce qu'on souhaite et que les écoles ont l'air de proposer aussi, et que les parents aussi, je pense que c'est adéquat, c'est de commencer le projet en septembre, en début d'année. Comme ça, les choses sont mises en place, on réfléchit avant. Mais évidemment, on sait aussi que c'est possible de démarrer un projet en cours d'année si c'est au bénéfice de l'enfant. Nous, on a vraiment le souhait de se dire, tout ce qui est mis en place doit être fait au bénéfice de l'enfant. Et alors, quand un projet est mis en place en cours d'année, là, c'est au niveau des périodes. Vous savez bien, le calcul des périodes, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, pour les périodes disponibles et qui seront octroyées à l'enfant, ça dépend ça dépend du pot, le pot un peu mystérieux d'heures pour lequel on n'a pas accès au calcul, etc. Ça dépend du pot, comme on le dit souvent. Alors donc voilà, j'ai mis aussi la fin d'intégration, c'est en juin de chaque année, on évalue et puis on décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et ne pas poursuivre, ça peut se faire aussi, sur base du souhait des parents, sur base du souhait d'un enfant. Enfin, quand les enfants sont plus grands, plutôt en secondaire, là on entend parfois des enfants qui disent ça suffit, maintenant j'ai assez d'aide, j'aimerais bien un peu me débrouiller tout seul. Donc voilà, c'est sur base de l'avis de chacun. Alors, on sait aussi qu'on peut arrêter un projet d'intégration en cours d'année pour des raisons exceptionnelles. Donc un enfant pour qui on a mis en place un projet 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au bout d'un moment, on voit que l'enfant n'est vraiment plus bien dans l'enseignement ordinaire malgré les aides apportées, on peut arrêter le projet, mais la particularité, c'est que pour arrêter le projet, il faut d'abord demander l'autorisation au ministre, justifier la demande, et alors il faut attendre l'autorisation officielle avant de pouvoir alors envoyer l'enfant dans l'enseignement spécialisé. Parfois, ça peut prendre 1 mois ou 2, donc la temporalité de nouveau là intervient et est particulière. Alors concrètement, l'intégration, quand un enfant est en intégration, qu'est-ce qu'il a comme aide? Quand l'enfant est en intégration temporaire totale, donc vous savez, intégration temporaire totale, permanente partielle, des tas de subtilités comme ça. Donc la première année où l'enfant est en intégration temporaire, il va avoir 1, 2, 3 ou éventuellement 4 périodes. Et c'est là que, je vous disais tout à l'heure, ça dépend du pot. Donc pour cette année, je crois que c'est le 25 août, il faut que tous les nouveaux projets d'intégration soient rentrés et présentés à l'administration. Et puis alors l'administration se réunit mi-septembre et détermine que telle école, tel projet aura une période, 2 périodes, 3 périodes. Donc ça, c'est pour la première année quand l'enfant est en temporaire. Et puis en général, la plupart du temps, l'enfant passe en intégration permanente totale les années suivantes.
et quand il est en enseignement en permanent total, alors il aura 4 périodes qui sont données par l'enseignement spécialisé. Quelles sont les aides qu'on peut espérer pour l'enfant? Ben là, ça dépend. Donc les aides, ça dépend des besoins spécifiques de l'enfant. Et donc ça peut être une logopède qui vient, ça peut être une institutrice, ça peut être un kiné, de nouveau, etc. Puisque ça dépend vraiment de ce dont l'enfant a besoin. Et comment ces aides sont mises en place? Eh ben, c'est de nouveau variable. Ça peut être un cotitulariat, 2 enseignants qui enseignent en même temps, enfin un enseignant qui enseigne, qui donne la matière, l'autre enseignant qui se promène en classe et qui explique à l'enfant qui a besoin. Ça peut être des petits groupes, un peu sur le modèle de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les classes inclusives. Ça peut être une aide individuelle en classe à côté de l'enfant. Ça peut être une aide qui est proposée à l'enfant hors de la classe, etc. De nouveau, là, tout est possible, du moment que c'est concerté et réfléchi pour le bien de l'enfant. Alors, comment se passe l'intégration? Ben voilà, vous le savez, les PIA, des plans individuels d'apprentissage, des conseils de classe 3 fois par an. Et ces conseils de classe ont lieu en présence des enseignants, éventuellement des paramédicaux, s'il y a des kinés, des logos ou autres. Donc, des enseignants des 2 écoles concernées, des 2 centres PMS concernés et éventuellement des thérapeutes extérieurs. Donc, s'il y a des thérapeutes extérieurs qui travaillent avec l'enfant et qui souhaitent être présents, ou faire part de leur rapport d'évolution, ben, on intègre ça aussi dans les conseils de classe. Alors, il y a aussi des concertations aussi régulières que possible. Donc, au-delà de ces 3 réunions par an, il y a aussi des concertations aussi régulières que possible entre les enseignants de l'ordinaire et la personne qui vient du spécialisé. Avec nous aussi, c'est vrai qu'on est amené très souvent à discuter avec les enseignants qui sont dans la classe. Et l'aide apportée à l'enfant, ben, elle dépend des modalités convenues en conseil de classe. Et donc, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en classe, pour lui tout seul, pour un petit groupe, en individuel hors de la classe. Et petite parenthèse, évidemment, quand un enfant est aidé en classe, ça profite à cet enfant qui est en intégration, mais ça profite aussi à tous les autres enfants de la classe, que ce soit parce que l'explication est donnée autrement, parce que l'enseignant va penser sa pédagogie autrement, ou parce que, voilà, pour toutes sortes de bonnes raisons, quand l'aide est apportée en classe, ça profite à l'ensemble de la classe. Et alors, on estime qu'il est vraiment, vraiment capital d'inclure les parents tout au long du processus, dès le début en leur présentant le PIA, mais tout au long de l'année également, lorsque la moindre question se pose ou le moindre problème est rencontré, ben, le centre PMS est disponible avec l'enseignant, sans l'enseignant, enfin, selon ce qui est le plus adéquat. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que ce qui est vraiment important au niveau du centre PMS dans lequel je travaille, c'est que c'est vraiment l'enfant qui doit être au centre du processus d'intégration. Parce qu'on sait aussi que, je n'ai pas prévu de dia sur les difficultés qu'on rencontre, mais on sait aussi qu'il y a parfois toutes sortes de dérives au niveau de l'intégration, le calcul des périodes. Est-ce que ce sont des périodes qui sont plus pour l'école ou est-ce que ce sont les périodes qui sont plus pour l'enfant? Enfin, c'est un peu compliqué parfois. Et donc, nous, on se dit vraiment le cap à tenir, c'est de se dire que l'enfant est au centre du processus d'intégration. On se dit aussi que chaque intégration, c'est une situation particulière. Donc, il y a autant de situations d'intégration que d'enfants qui en bénéficient. Ça dépend des besoins de l'enfant, mais ça dépend aussi des partenaires, ça dépend du contexte particulier propre à chaque école. Et alors, l'intégration, c'est vraiment un pari sur l'avenir, et c'est un pari qui est fait ensemble par tous ces partenaires qui s'engagent dans l'intégration. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été complète et suffisamment claire.